L'ambiance des luttes traditionnelles en pays kabylie s'intensifie pour les dernières heures. À la veille du coup de sifflet final général, l'heure est à la finale dans tous les cantons. Des empoignades suivies toute cette 7e journée par le chef de l'État Fort Eswazimna Nyazingbe. Mais voilà, c'est également du spectacle à travers le FEPAC. À suivre tout de suite dans ce journal. Une réelle réconciliation transite par la réparation des préjudices subis. C'est cette étape du processus de réconciliation que le HKUN veut faire partager aux différents acteurs impliqués dans ce vaste programme. Des acteurs qui mesurent l'importance de cette problématique, comme l'a souligné le Premier ministre Komisilom Klasu. Et puis la sécurité maritime est plus que d'actualité. À quelques mois de la grande rencontre sur la question à Lomé, l'Organisation internationale maritime affûte ses armes pour l'audit des États qui ne seront pas en règle dans l'application des conventions qui régissent l'espace maritime. Voilà donc pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Dernier virage avant la fin des luttes Evala en pays kabylie cette année. Avant-dernier jour, ce vendredi, et tous les cantons vivent au rythme des dernières empoignades. Le compte rendu de cette journée, d'abord avec la finale à Kouméa, devant un public des grands jours, au premier rang, le chef de l'État, Fort Eswazimna Nyazingbe. Le compte rendu avec Komo Poyode. Des empoignades de ce 7e jour des Evala en pays kabylie a été donné dans le canton de Kouméa. Ici, sur le terrain d'unité de la localité, on lutte pour le compte de la finale. C'est sous le regard du chef de l'État, Fort Eswazimna Nyazingbe, entouré de quelques personnalités. La fête culturelle Evala en pays kabylie suscite de l'admiration. En témoigne de fortes mobilisations dans les arènes des populations venues de tous les coins du pays. À l'épreuve, les Evala de la coalition Kewe en blanc et ceux de Piou en rouge. L'endurance, mais surtout la technique est de mise pour faire la différence. Après près d'1h30 de lutte, c'est la coalition Kewe qui remporte la victoire. 25. Chez les Ahosa, c'est toujours la coalition Kewe qui a pris le dessus en battant Piou 8 contre 2.
Toutes nos excuses pour les quelques bavards remarqués durant ce reportage. Et même scénario du côté de Lama. Dans les arènes, les meilleurs lutteurs se sont affrontés. Lamaro était contre Lamaba. Sur place, le récit de Nestor Mozo. Les jours s'égrènent et à chaque canton, sa finale. Cette finale de lutte Evala édition 2015 est celle de Lama. Après les salutations d'usage des supporters au président de la République, Forest Ssemna Gnazingbe, les premiers lutteurs ont fait leur apparition dans l'arène pour montrer de quoi ils sont capables. Les Evala en blanc sont de la montagne, donc l'Amahu. Ceux en rouge sont de la plaine, l'Amaba. Les luttes ont commencé il y a 7 jours, mais les 7 jours de préliminaires n'ont nullement émoussé l'ardeur des compétiteurs qui se sont affrontés avec détermination. Au départ distancés, les rouges ont peu à peu comblé leur retard et ont même pris de l'avance sur leur adversaire. L'Amaba maintient son avance jusqu'à la fin. Les rouges gagnent par 21 victoires contre 18. Situation inverse chez les non-initiés. Les Ahosa de l'Amaho prennent le dessus sur l'Amaba avec un score là aussi étriqué, 8 contre 7. Avant son départ, le chef de l'État s'est adressé aux lutteurs. Il les a félicités pour leur attachement à leur culture. Autre finale ce vendredi, celle dans le canton de Landa. Sous le regard du chef de l'État, c'est la coalition Kassi-Dewa Landa qui était aux prises avec la coalition Kadja-Rolon-Kadjalo. Le résumé avec Arnaud Kilio. À l'affiche de cette finale dans le canton de Landa, la coalition Kassi-Dewa Landa en short rouge contre Kadja-Rolon et Pagalo en blanc. Chez les Evala, beaucoup de points ont été marqués de part et d'autre. Au décompte,
C'est les Blancs de la coalition Kadiagoulou et Pagalo qui prennent le dessus sur leurs adversaires de Kassendewa. Contre 7. Le chef de l'État, Faure Sozomnania Singbe, a visité une exposition des mets traditionnels, une spécialité de l'art culinaire du milieu. La dernière finale de ce vendredi, c'était du côté de Djamdé. Pour les dernières empoignades, les Evala et Arrosa de la coalition Djamdé-Ho ont affronté ceux de la coalition Djamdé-Ba, toujours devant le chef de l'État. Le récit avec notre correspondant Arnaud Kilou. Ici, la lutte a été dure avec moins de victoires observées dans les deux camps, Djamdé-Ho et Djamdé-Ba, laissant les spectateurs sur leur soif. Djamdé-Ho remporte finalement la victoire chez les Evala avec 17 points contre Ba. Les Arrosa de Ba ont tenté de renverser le score, mais leurs adversaires de haut en saute rouge se sont montrés plus forts. À Djamdé, ce sont les tout petits qui ont clôturé la lutte. Les aînés sont convaincus que la relève est assurée. Et hier, 6e jour, l'heure était également à la finale du côté du canton de Yaka. Agbandi Yaka Ho croisait Agbandi Yaka Ba. Nous retrouvons Arnaud Kilio.
finale dans le canton de Yaka. Elle a mis aux prises la coalition Agbandi-Yaka-Ro contre Agbandi-Yaka-Ba dans la préfecture de Doufelgou. C'était en présence du président de la République, Faure Essozina Nyasingbe. Après les empoignades, les lutteurs de Agbandi-Yaka-Ba en jaune ont battu leur adversaire de Agbandi-Yaka-Ro en vert chez les Evala, 12 contre 11. Chez les Ahosa, même domination des lutteurs de Agbandi-Yaka-Ba sur le Ro, 8 contre 15. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de l'actualité dans la COSA ce vendredi et toutes nos excuses pour les quelques imperfections des images dues au canal de transmission depuis Kara. Et nous quittons les arènes de lutte dans la COSA pour la ville de Noche, où le Premier ministre, Komi Selom Klasu, a pris part à une rencontre sur la réparation des victimes dans le processus de justice transitionnelle. L'idée vient du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, Ashkroun, qui mise sur la réparation des préjudices subis pour une réelle réconciliation des fils et filles d'une même nation. Les précisions avec Tcha Senam Baga. Toutes nos excuses. Je vous disais donc que le Premier ministre Komi Selom Klasu a ouvert les travaux d'une rencontre sur la réparation des victimes dans le processus de justice transitionnelle. Et l'idée vient donc du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, qui veut ainsi miser sur la réparation des préjudices subis pour une réelle réconciliation des fils et filles d'une même nation. Nous reviendrons tout à l'heure sur les détails de cette rencontre dans le courant de cette édition. À compter du 1er janvier 2016, tous les États membres de l'Organisation maritime internationale devront être sur le même pied d'égalité en matière d'application des conventions qui régissent l'espace maritime. Et cette semaine, les experts de plusieurs pays étaient à Lomé pour élaborer justement un programme commun d'audit des États
une fois passée la date butoir. Gérard Lagoudou, Christine Péché-Kialodé. Les instruments obligatoires qui constituent la base de l'administration maritime sont relatifs notamment à la prévention de la pollution en mer, la sauvegarde de la vie humaine et au jaugeage des navires pour déterminer leur capacité en volume et en charge. À partir de 2016, l'audit sur la mise en œuvre de ces mécanismes ne sera plus facultatif. Les maritimistes des États membres de l'Organisation maritime internationale de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb sont désormais renforcés sur les notions d'audit qu'ils devront à tout prix mettre en pratique. Et donc, nous a préparé pour les audits comment auditer et comment rédiger les rapports. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a d'abord le rapport intérimaire, le rapport de synthèse et le rapport définitif. Un État qui veut se respecter en ratifiant ces conventions, il faut les mettre en œuvre. Sinon, vis-à-vis de l'extérieur, vos navires sont mal vus. Parce qu'on dit que vous avez tel navire, mais les navires ne sont pas conformes aux normes. C'est très important pour tous les pays. Le sujet est d'actualité. En retour, nous serons les interlocuteurs de l'administration maritime auprès de l'OMI. Nous serons même appelés à auditer d'autres pays. Qu'un État soit côtier, de pavillon ou de port, tous sont concernés dans l'applicabilité de ces conventions. L'initiative de l'Organisation maritime internationale constitue une stratégie d'anticipation sur les grands fléaux maritimes. Ils sont une préoccupation pour le Togo, qui d'ailleurs va abriter en novembre prochain la conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Et parlons encore de l'actualité en mer. On annonce depuis quelques temps maintenant la tenue du 2 au 7 novembre prochain à Lomé d'une rencontre internationale sur la sécurité maritime. Et nous sommes aujourd'hui exactement à J-100. Et pour avoir des précisions sur les préparatifs de cette rencontre, nous sommes sur ce plateau avec le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucy. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur le ministre, nous savons qu'il y a très longtemps que le Togo n'a plus abrité une rencontre d'une telle envergure. Alors la première question est de savoir comment le Togo est parvenu à arracher, si on peut le dire, l'organisation de cette rencontre. Merci à vous. Je voudrais d'abord vous dire que la problématique de la sécurité maritime est une problématique qui tient fortement à cœur du président de la République, le président Fabrice Houphouët-Boigny, de telle sorte que quand le Togo était déjà au siège non permanent au Conseil de sécurité, le président de la République déjà avait instruit l'équipe du Togo à New York pour travailler sur cette question. Et le Togo avait déjà en 2012, en février 2012, soutenu l'adoption d'un texte, d'une résolution que l'on appelle en général la résolution 2039 sur la piraterie et contre les crimes en mer. Donc fort de cette préoccupation, qui est une préoccupation du président de la République, alors le Togo a inscrit, bien sûr sur instruction du président de la République, ce thème à la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui avait eu lieu en juin 2014 à Malabo. Et le Togo a été désigné par les 53 pays de notre Union, donc l'Union africaine, pour abriter ce sommet. Donc voici un peu les conditions, la genèse qui ont permis au Togo d'abriter ce sommet. D'accord. Alors, monsieur le ministre, on sait qu'une conférence continentale n'est pas chose aisée. Alors, dites-nous un peu comment on se prépare au Togo. Évidemment, après le sommet de juin 2014 à Malabo, le gouvernement togolais a mis en place une commission préparatoire du sommet. Cette commission est composée de 10 sous-commissions et toutes les sous-commissions et la commission elle-même, bien sûr, sont en train de préparer ardemment ce sommet. Comme vous le saviez, ce sommet aura lieu à l'hôtel de février. L'hôtel de février est en pleine rénovation. Normalement, d'ici le mois de septembre, cet hôtel sera prêt. Il abritera les chefs d'État et de gouvernement qui vont travailler sur ce sommet. Et donc, nous avions les autres hôtels sur la ville de Lomé qui se préparent déjà pour ce sommet. Donc, nous pensons que ce sommet se prépare sur le plan logistique très bien.
Mais l'objectif n'est pas seulement sur un plan logistique. Nous avions, le thème du sommet, c'est sécurité et sûreté maritime et développement sur le continent africain. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous avions plusieurs sous-thèmes, essentiellement 5 sous-thèmes, parce que nous avions un sous-comité scientifique. Donc ce sommet traitera de la question de la piraterie maritime. Ce sommet traitera de la question de la pêche illégale. Ce sommet traitera de la question de la pollution marine. Ce sommet traitera de la question des trafics illicites. Et enfin, nous allons essayer de présenter la contribution de la mer pour le développement du monde et précisément du continent africain. Comme vous le saviez, toutes les marchandises, nous avions à peu près 90% des marchandises qui transitent par la mer. Donc nous ne pensons pas que la mer pose uniquement des problèmes. En dehors des problèmes qui seront traités à travers sous-thème, le dernier thème sera la contribution de la mer au développement du continent africain. D'accord, mais monsieur le ministre, venez donc d'énumérer un peu les différents thèmes à débattre. Dites-nous un peu quels sont les objectifs de cette rencontre. Les objectifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Lomé sont simples. Vous saviez que jusqu'à ce jour, l'Afrique, malheureusement, ne dispose toujours pas d'un texte contraignant, voire une forme de code de conduite qui traite des questions maritimes. Donc le sommet de Lomé a pour ambition d'aboutir à ce que nous appelons une charte. Donc une charte africaine sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique. Pour aboutir à cette charte, nous pensons que si tous les États africains, parce que les 54 États africains seront réunis à Lomé, le rêve du Togo est qu'au soir du 7 novembre, que ce sommet puisse aboutir à cette charte que l'on appellera la charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime. Cette charte, si elle est adoptée au Togo, elle sera présentée aux Nations Unies, donc au Conseil de sécurité des Nations Unies, de telle sorte qu'une résolution soit prise en s'appuyant sur la charte de Lomé, et la charte de Lomé rentrera dans l'histoire comme la charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime sur le continent africain. L'objectif, c'est la charte, et nous espérons qu'au soir du 7, nous allons aboutir à cette charte. D'accord. Et maintenant, monsieur le ministre, au-delà du fait que peut-être on aura une charte de Lomé, dites-nous quels seront les avantages pour notre pays? D'abord, sur le plan diplomatique, comme vous le saviez, le Togo, pendant longtemps, a disparu un peu de l'écran des grandes manifestations internationales diplomatiques. Aujourd'hui, le Togo, sous la direction du président Faure Sozimana-Singbe, est en train de reprendre sa place dans la communauté des nations. Donc nous nous réjouissons du fait que cette conférence ait lieu à Lomé. De deux, pour les populations togolaises, je vous dis simplement, vous prenez l'hôtel de février qui est en rénovation, vous avez 1450 Togolais qui travaillent à l'hôtel de février. C'est-à-dire que ce sont des jeunes gens qui travaillent, qui gagnent leur vie. Et quand vous saviez, en Afrique, une personne qui travaille, elle nourrit au moins 2 ou 3 personnes de sa famille. Vous aviez le secteur touristique et hôtelier togolais qui est un peu en difficulté ces derniers temps. Nous attendons à peu près 4000 invités au Togo. Les 4000 invités seront logés dans nos hôtels. Donc ce secteur-là, au moins, aura une nouvelle vie. Et donc, tous les 4000 Togolais vont vivre, ils vont acheter à manger. En achetant à manger, c'est le panier de la ménagère qui trouvera aussi son compte. Donc, je crois que chaque secteur, l'hébergement, la restauration, l'hôtellerie, ces secteurs qui sont plus ou moins abandonnés vont retrouver un peu un souffle pendant ce sommet. Et je vous rassure que les populations togolaises gagneront beaucoup avec ce sommet, et ça nous permettra de nouveau de continuer à travailler pour la promotion de notre pays à l'étranger. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes venu nous parler un peu des préparatifs de la prochaine rencontre internationale sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Et nous poursuivons cette édition. La Banque ouest-africaine de développement partage les enjeux de son deuxième plan stratégique sur la période 2015-2019 avec la presse. Il s'agit en fait d'une feuille de route sur les activités de la banque pour les années à venir. Et face aux premiers responsables de l'institution, les journalistes des États membres de l'UEMOA et des médias internationaux. Le compte rendu avec Esther Laclé.
La BOAD veut une banque de développement pour l'intégration de la transformation économique en Afrique de l'Ouest. Pour concrétiser sa vision, elle s'est dotée d'un plan stratégique quinquennal qui va de 2015 à 2019. Les enjeux du dit plan ont été décryptés au cours de cette rencontre dirigée par Christian Adoveland, président de la BOAD. Rencontre à laquelle ont pris part des journalistes des États membres de l'UEMOA et des médias internationaux. Le maître mot de notre plan stratégique, c'est la mobilisation de ressources qui devient une priorité absolue. Je crois que nous avons changé d'échelle en allant sur le marché international. Alors tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que nous pensons que nous sommes aujourd'hui préparés, nous sommes aujourd'hui prêts pour accompagner nos États dans leur ambition, de leur ambition programme et de leur ambition d'aller vers l'émergence. La priorité de l'institution financière est d'assister les États membres dans leurs projets de développement, notamment en matière de sécurité alimentaire, d'infrastructures, de croissance inclusive, d'industrialisation et de changement climatique. En la matière, le bilan est sur une trajectoire positive. Ces actions ont même permis à la banque d'obtenir des notations. L'actualité récente de la BOAD a été marquée par deux événements majeurs. Il s'agit d'abord des notes attribuées à la banque par les agences internationales Moody's le 15 mai de cette année, puis Fitch le 11 juin. Ces deux agences ont classé la BOAD dans la catégorie des notes dites d'investissement grade, par opposition à la catégorie dite spéculative et avec des perspectives stables. C'est le deuxième plan stratégique adopté par la BOAD depuis sa création en 1973 et son opérationnalisation en 1976. Le premier, mis en place entre 2009 et 2013, a permis entre autres un accroissement important avec des prêts qui sont passés de 209 milliards de francs CFA en 2009 à 502 milliards de francs CFA en 2013, soit un accroissement annuel moyen de 39,5%. Un record à maintenir et pérenniser afin que la crédibilité internationale grandissante de la Banque ouest-africaine de développement ait des répercussions sur les pays pour ainsi gagner le pari de la transformation économique sous-régionale. Direction à présent la ville de Noche où, je vous le disais, le Premier ministre Comissé Classou a pris part à une rencontre sur la réparation des victimes dans le processus de justice transitionnelle. L'idée vient du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCROUN, qui mise sur la réparation des préjudices subis pour une réelle réconciliation des fils et filles d'une même nation. Les précisions avec Chassinam Baga. C'est une mission noble, mais aussi complexe et sensible que le président de la République a confiée aux membres du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN, celle de procéder à la mise en œuvre des recommandations de la CDJR et du programme de réparation des victimes. La tâche est immense et délicate, reconnaît-on au HCROUN. C'est donc pour mener à bien leur mission avec professionnalisme et dans le respect des normes internationales, tout en tenant compte des spécificités du Togo, que cette rencontre est organisée. Les travaux vont permettre aux membres du HCROUN de s'imprégner des différentes formes et standards de réparation dans le monde afin d'identifier et d'adapter celles qui peuvent être appliquées au Togo. Dans cette démarche qu'il veut inclusive et participative, le HCROUN a associé différents acteurs de la vie nationale. Cet atelier vise à nous approfondir les connaissances en plus et voir comment gérer le programme de réparation tel que la CVJR l'a recommandé. Nous sommes convaincus déjà de l'appui et de soutien de tout le gouvernement et nous pensons pouvoir nous atteler sérieusement pour aider un tant soit peu à apaiser les cœurs de toutes les victimes. La rencontre de Noche a également pour vocation de donner un signal fort aux victimes des crises sociopolitiques qu'a connu le Togo de 1958 à nos jours et qui attendent qu'elles ne sont pas laissées pour compte. Il s'agit de les rassurer que les choses bougent dans le bon sens et que bientôt un programme de réparation leur sera proposé. Ce programme tiendra compte des enjeux, opportunités et défis en lien avec le processus de réconciliation nationale en cours, mais également de leurs aspirations profondes. À la fin des travaux d'une commission, il est prévu généralement un programme de réparation.
Et parfois dans l'esprit des victimes, le programme se réduit seulement à une forme d'indemnisation. En réalité, il s'agit d'un programme beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Parce qu'en dehors des indemnisations qui sont possibles, il y a d'autres formes de réparation, par exemple la restitution, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Le présent atelier a comme finalité de voir le modèle de réparation qui sera vraiment applicable au Togo. Quel que soit le ou les mécanismes adoptés, le Premier ministre Komi Selom Klasso se dit prêt à accompagner le HPON pour la mise en œuvre effective du programme de réparation. Pour le chef du gouvernement, il est impérieux pour le Togo de solder son passé douloureux, de mettre tous ses fils en confiance afin de mobiliser leur énergie pour le développement du pays. En inscrivant cet atelier comme un cadre de réflexion sur notre devenir commun, les membres du HPRON attestent ainsi de leur attachement à la vision du président de la République et de l'ensemble de la classe politique qui font de la réconciliation et du dialogue un levier essentiel de la réconciliation, du lien national et un ferment de l'entente entre les Togolais. Cet atelier, qui intervient 3 mois seulement après le lancement officiel des activités du HPRON, augure de bonnes perspectives et nous rassure que le processus inclusif dans lequel nous nous sommes unanimement engagés depuis la signature de l'accord politique global APG en 2006 et les conclusions de la CVJR en 2012 est bien en marche malgré les aléas et les difficultés liées à toute œuvre humaine. Mesdames et messieurs, la problématique des réparations étant une question fondamentale d'une société divisée et désireuse de se forger un avenir plus harmonieux, malgré les contradictions, les douleurs et ces frustrations, le gouvernement ne peut qu'adhérer, accompagner et soutenir le processus. En effet, autant la manifestation de la vérité sur les violences et les violations des droits humains contribuent à apaiser les cœurs des victimes, autant la réparation des préjudices subis par ses effets restaurateurs permettra de poursuivre avec plus de chances de réussite l'œuvre de construction du vivre ensemble à laquelle tous les Togolais sont conviés. Aussi, plus qu'une recommandation, la question des réparations est-elle pour le président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, et pour le gouvernement, un impératif à la réconciliation et au renforcement de l'unité. Le Togo est un pays riche par la diversité de sa culture. Ces pratiques coutumières ancestrales renferment des codes de conduite et des valeurs morales qui peuvent impacter positivement le processus de réparation. Voilà pourquoi le Premier ministre a exhorté les membres du HPON et les acteurs impliqués à s'en inspirer pour réparer en profondeur les préjudices causés aux victimes. La volonté des Togolais de raffermir leur unité en s'appuyant sur les mécanismes de la justice traditionnelle n'est pas un cas isolé. Ici comme ailleurs, ces mécanismes permettent au peuple, en se reconnaissant dans une même mémoire, de renforcer l'état de droit, de promouvoir et de protéger les droits des citoyens. L'objectif ultime poursuivi par ces mécanismes de justice transitionnelle est de réinstaurer non seulement une paix durable et une gouvernance apaisée dans tous les domaines, mais aussi et surtout de réinventer les outils susceptibles de servir plus efficacement la cause de l'unité et de la réconciliation nationale. Si le but est le même partout, les voies pour aboutir aux résultats escomptés sont loin d'être identiques en raison des spécificités propres à chaque pays. C'est pourquoi
Nous invitons tous les participants à cet atelier à des réflexions et des échanges féconds qui prennent en compte les réalités togolaises en proposant des mesures qui permettront aux Togolaises et aux Togolais de faire reculer les limites de l'intolérance, du repli identitaire, du régionalisme et de tous les avatars socioculturels qui ont entravé et continuent d'obstruer la voie de l'unité nationale. Je vous exhorte par conséquent, outre les outils que vous offrent les mécanismes de justice transitionnelle, à explorer tous les instruments locaux de conciliation qui sont susceptibles de concourir efficacement à la réparation des préjudices causés tout au long de l'histoire du Togo. Mesdames et messieurs, la priorité du gouvernement a été et demeure la poursuite de l'ambitieux chantier de cohésion nationale, comme je l'ai réitéré dans ma déclaration de politique générale devant la représentation nationale le 29 juin dernier. Certes, la réalisation de l'unité et de la réconciliation nationale est une œuvre de longue haleine. À ce titre, elle appelle au sacrifice. Les avancées que nous avons ensemble engrangées depuis 2006, en particulier dans le domaine des réparations d'ordre mémoriel, doivent nous encourager à persévérer dans cette voie salutaire. Le programme de réparation proposé par la CVJR et endossé par le gouvernement comporte nombre de dimensions dont la mise en œuvre exige plusieurs approches que doit étudier et exploiter le H-Cron, à qui le gouvernement renouvelle ici même sa disponibilité, son appui et son accompagnement total. Le Premier ministre a une fois encore renouvelé la gratitude et la reconnaissance du chef de l'État et du gouvernement à la CVJR pour l'immense travail abattu et qui a balisé la voie à la mise en œuvre du programme de réparation des victimes. L'opérationnalisation de ce programme en termes d'action immédiate et de stratégie à long terme sera analysée au cours des travaux qui vont accoucher d'un document intitulé « Appel à engagement de Noche ». Un appel à toutes les couches sociopolitiques du Togo à contribuer au processus de réparation et de réconciliation nationale. Je vous donne maintenant lecture de cette série de communiqués. La ministre en charge de l'action sociale et son collègue chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle portent à la connaissance du public qu'un concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale promotion 2015-2018 est ouvert pour le cycle 1 et le cycle 2 le 10 juillet 2015 dans les centres de Lomé à Takwame, Sekodé, Kara et Dapaon aux candidats des deux sexes de nationalité togolaise âgés de 18 ans au moins et de 27 ans au plus à la date du concours. Les épreuves écrites se dérouleront le 10 septembre 2015. Les candidats devront être titulaires du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 1 et du baccalauréat deuxième partie série A, D, G ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 2. Les autres informations liées au déroulement du concours sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de son côté, porte à la connaissance du public togolais que le gouvernement chypriote turc offre des bourses au Togo pour le compte de l'année académique 2015-2016 dans le cadre du programme d'échange pédagogique. Les domaines d'études concernés sont les sciences et la technologie pour les parcours licence et master. La langue d'enseignement est l'anglais. Les candidats doivent donc maîtriser l'anglais ou devront assister aux cours dispensés à l'école préparatoire anglaise dans l'une des universités partenaires où ils seront inscrits. Et pour tout renseignement, consultez le quotidien Togo Presse.
On revient une fois encore à l'actualité des luttes Ivala dans la Causa en marge des empoignades dans les arènes. C'est une autre forme de culture que les populations et les visiteurs découvrent, ceci à travers le festival Ivala en pays kabye. Et hier, c'est un spectacle d'humour que le FEPA qui fête ses 10 ans cette année a offert aux spectateurs au Palais des Congrès de Kara. Le compte rendu sur place avec Nestor Mozo. Pour son 10e anniversaire, le festival Ivala en pays kabye n'a pas fait les choses à moitié. Le FEPAC a relevé le niveau du plateau des artistes. Le groupe Gogoligo et les sénateurs du rire sont les humoristes nationaux qui ont d'abord amusé la galerie. Tous ces livres là, c'est vous. Le seul livre que moi j'ai lu dans ma vie, c'est Mongo Patamongo. Ensuite, ce sont les humoristes ivoiriens, Akissi Delta, Zongo et Tao, Wabei et Décoté qui sont montés sur scène. Et puis tous les jours, tu me poursuis, il faut faire la dope, Hein? C'est ce qu'on n'a jamais vu là. Et tu es prête? De côté. Toi, ton prêt là. Ton prêt là, c'est quoi? C'est d'autres. C'est bien compris que c'est d'autres. Mais tu veux quoi? Je veux l'argent. De l'argent vient. On a pris 20 le cas. Maintenant, tu fais quoi? Tu vas partir et puis tu danses comme les bêtes. J'ai appris la musique et puis j'étais allé me payer un peu d'eau. Et c'est dans la vibration que c'est venu. Le cinéma africain était aussi à l'honneur. Les films qui étaient tournés avant, c'était en langue, donc c'était local. Donc comme ma famille était parlée en français, alors ça poussait les jeunes réalisateurs à faire les films en français. Aujourd'hui, l'Afrique francophone est en train d'avancer parce que le Nigeria et l'Afrique centrale étaient en train de nous dépasser. Donc avec ma famille comme ça. Donc je vais venir donner des conférences pour dire il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on bouge parce qu'il y a de la place. Et puis aussi profiter pour dire à nos gouvernements, nos présidents de la République pour dire qu'on doit investir dans ce secteur. Le spectacle a duré des heures, mais le public n'a pas vu le temps passer. Nous étions vraiment émus parce que moi je ne m'y attendais même pas que des gens vont venir, les humoristes peuvent venir depuis la Côte d'Ivoire pour nous égayer à ce festival. Vraiment, ils nous ont vraiment apporté un grand honneur au Togo. Pour moi, personnellement, c'est une grande joie. Parce que c'est la première fois que je touche du doigt ces humoristes. C'est vrai, j'ai l'habitude de suivre leurs vidéos, leurs comédies. Sincèrement, nous sommes vraiment émerveillés et nous leur souhaitons bon vent. Des soirées comme celle de mercredi, le public de Kara en redemande. Lundi dernier, un communiqué conjoint des ministres de la Sécurité et des Affaires étrangères portait à la connaissance des Togolais du drame que vivent les jeunes filles togolaises envoyées au Liban par des agences de placement pour y travailler. Le communiqué dénonçait les conditions difficiles et inhumaines dans lesquelles nos compatriotes immigrés au Liban travaillent et même en font cas de décès. L'émission Au cœur de la nation de ce soir revient justement sur ce phénomène, le calvaire des domestiques togolaises au Liban et ailleurs. Un thème à débat donc par Franck Missité et ses invités tout à l'heure à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Et ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Djamdé dans la Causa. Au revoir.